Bonjour et bienvenue. Aujourd'hui, nous allons gérer Roméo et Juliette par William Shakespeare. Alors, pour commencer, je vais vous donner un peu de contexte. Shakespeare est un écrivain le plus influent de toute la littérature anglaise et il est né en 1564. Alors, pour vous donner un court résumé, Roméo et Juliette est une pièce de théâtre écrite par Shakespeare, comme je vous ai dit. C'est une histoire d'amour tragique de deux personnages principaux. Roméo et Juliette sont censés être ennemis, mais, mais ils tombent amoureux. Alors, pour faire une bonne analyse, je vais commencer par vous expliquer c'est quoi un thème, parce qu'on va regarder le thème après. Alors, un thème est un sujet central dans une œuvre. L'idée centrale, le sujet ou le point d'une histoire. J'aime diviser le thème en deux parties. Il y a le concept thématique d'une œuvre, ce que les lecteurs pensent que l'œuvre est, et son énoncé thématique, ce que l'œuvre dit sur le sujet. Par exemple, euh, un concept thématique peut être l'amour, et l'énoncé thématique peut être que l'amour est moche et qu'on ne devrait jamais tomber en amour. Et on va commencer par regarder le thème de l'amour. Alors, l'amour est représenté comme une force violente. Roméo c'est une, vraiment, Roméo et Juliette, c'est l'histoire fameuse de l'amour. L'amour est naturellement. Dom- alors, l'amour est un très dominant thème dans l'histoire. Chez Roméo et Juliette, l'amour est une force violente, statique et accablante, qui remplace toutes les autres valeurs, la loyauté et les émotions. Au cours de la pièce, les jeunes amoureux sont poussés à défier tout leur monde social, les familles, et souvent, l'amour est le thème dominant de la pièce. Mais un lecteur doit toujours se rappeler que Shakespeare n'est pas intéressé à dépeindre, à vraiment montrer une version jolie et délicate de l'émotion. L'amour dans Roméo et Juliette est une émotion brutale et puissante qui capture les individus et les catapulte contre leur monde et parfois contre eux-mêmes. Le pouvoir de l'amour. La nature puissante de l'amour peut être vue dans la manière dont il a écrit, ou plus précisément dans la manière dont les descriptions de celui-ci échouent si systématiquement à saisir son intégralité. Parfois, l'amour est décrit en termes de religion, comme dans les 14 lignes lorsque Roméo et Juliette se rencontrent pour la première fois. Dans d'autres, il est décrit comme une sorte de magie. Juliette peut-être décrit le mieux son amour pour Roméo, Juliette, en refusant de le décrire. L'amour, en d'autres termes, résiste à toute métaphore car il est trop puissant pour être si facilement contenu ou compris. Il y a aussi une manque de déclaration de l'amour. Roméo et Juliette ne fait pas de déclaration morale spécifique sur les relations. Il dépend, il dépend plutôt sur le chaos et la passion d'être amoureux, combinant des images d'amour, de violence, de mort et de religion. Alors on peut passer au prochain thème, la violence. Il y a un grand conflit entre les Capulets et les Montaigu. En raison de la querelle entre eux, Shakespeare montre à quel point la violence et l'environnement de la pièce et à l'environnement de la pièce dans la première scène. Samson et Gregory ouvrent la pièce en faisant des blagues sur la perpétration d'actes de violence contre les membres de la famille Montaigu. Et quand le serviteur de Montaigu, Abraham, apparaît, la première réponse est de se préparer au combat. Gregory dit à Samson, et Samson le fait immédiatement. Les esprits parmi les jeunes hommes de Vérone sont clairement courts, comme l'a encore démontré lorsque Tybalt appréçoit Roméo au bal de Capulet et se gâte pour un combat. Il y a aussi un calme momentaire. Capulet réussit à calmer temporairement Tybalt, mais la fureur de ce dernier continue de s'étouffer et commence à aller de plus en plus. Bien que tragique, cette tournure des événements semble également inévitable, étant donné que la querelle entre les deux familles attise
continuellement les flammes de la haine et entretient ainsi une rage basse. De telles explosions de violence semblent inévitables. Il y a aussi le sexe. La violence dans la pièce a une relation particulièrement significative avec le sexe. Cela est vrai dans un sens général, dans la matière dont la chorale jette un nombre de violences sur la romance de Roméo et Juliette. Mais cela apparaît également dans des exemples plus localisés. Samson prépare le terrain pour ce lien dans la scène d'ouverture de la pièce. Mais quand il proclame son désir d'attaquer les hommes de Montagu et d'agresser sexuellement les femmes de Montagu. Et le mariage. Le sexe et la violence sont également liés dans les événements qui ont suivi le mariage de Roméo et Juliette. Ces événements encadrent l'acte 3, qui s'ouvre dans la scène dans laquelle Roméo tue finalement Tybalt et se termine avec la scène après que Roméo passe la nuit avec Juliette, consommant peut-être leur mariage. Même le langage du sexe dans le pièce évoque des images violentes. Parce qu'à la fin de l'acte 1, 2, l'acte 3, je veux dire, Roméo déclare et il évoque la menace réelle d'être mis à mort par les Capulets s'il est trouvé dans la chambre de Juliette. Mais aussi faire un jeu de mots sexuels, puisque la mort est un argot pour l'orgasme. Aussi l'individu contre la société. Il y a une grande lutte. Une grande partie de Roméo et Juliette implique les luttes des amoureux contre les institutions publiques et sociales, qui l'opposent explicitement ou implicitement à l'existence de l'amour. Ces structures vont du concret à l'abstrait. Les familles et les placements de pouvoir familiaux chez les pères, la loi et les désirs d'ordre public et religion, et l'importance sociale accordée à l'honneur masculin. Ces instituts entrent souvent en conflit les uns avec les autres. L'importance de l'honneur, par exemple, entraîne à maintes reprises, à plusieurs reprises, des bagarres qui perturbent la paix publique. Les institutions, bien qu'elles ne travaillent pas toujours de concert, chacune de ces institutions sociales présente d'une certaine manière des obstacles pour Roméo et Juliette. L'hostilité entre leurs familles, associée à l'accent mis sur la loyauté et l'honneur envers la famille, se combinent pour créer un conflit profond pour Roméo et Juliette, qui doivent se rebeller contre leur héritage. De plus, la structure la structure vraiment concentrée sur les hommes, en particulier parce que le père contrôle l'action de de toute la famille, en particulier les femmes, place Juliette dans une position très vulnérable. La loi et l'accent mis sur la civilité sociale exigent des conditions de conduite auxquelles la passion aveugle de l'amour ne peut se plier. La religion exige de même des priorités que Roméo et Juliette ne peuvent respecter à cause de l'intensité de leur amour. Bien que dans la plupart des situations, les amoureux maintiennent des traditions du christianisme, le dernier acte de suicide du couple n'est pas chrétien. Le maintien de l'honneur masculin oblige Roméo à commettre des actions qu'il préférait éviter. Mais l'action sociale mise sur l'honneur masculin est si profonde que Roméo ne peut tout simplement pas l'ignorer. Et la responsabilité. Il est possible de voir Roméo et Juliette comme une bataille entre les responsabilités et les actions exigées par les institutions sociales et celles exigées par les désirs privés de l'individu. L'appréciation de la nuit par Roméo et Juliette avec les ténèbres et son amour et son intimidité et leur renonciation à leur nom, avec la perte d'obligations qui en découle, a du sens dans le contexte des individus qui souhaitent échapper au monde public. Mais les amoureux ne peuvent pas empêcher la nuit de devenir jour. Et Roméo ne peut cesser d'être un Montagu simplement parce qu'il le veut. Le reste du monde ne le laissera pas faire. Les suicides des amoureux peuvent être compris comme la nuit ultime et l'intimidité ultime. Le destin. Vraiment, c'est un amour malheureux. Le thème de l'amour malheureux encadre l'histoire depuis le début.
Pendant le prologue, avant que la pièce ne commence officiellement, le cher fait plusieurs allusions au destin, y compris la fameuse référence de Roméo et Juliette en tant que couple d'amoureux étoiliers. Shakespeare a inventé le terme étoile croisée, qui signifie non favorisé par les étoiles ou malheureux. Bien que le terme puisse sembler avant tout métaphorique, aujourd'hui la science de l'astrologie occupait une place privilégiée dans la société de la Renaissance. Ainsi, la notion selon laquelle le destin de chacun était écrit dans les étoiles. C'est là qu'on est amené à la destin cosmique. Dans le cas de Roméo et Juliette, alors leur destin est cosmiquement désaligné. Plus tard, dans la prologue, le cher réitère l'idée du destin en se référant à l'amour de Roméo et Juliette comme marqué par la mort, ce qui indique une fois de plus, dès le début, leur destin mutuel est porteur d'un signe ou présage d'une mort inévitable. L'utilisation par Shakespeare du mot marqué ici suggère également une inscription physique faisant allusion à la notion que leur destin a été préécrit. C'est aussi contre-intuitif. Cela peut, cela peut sembler comme cela, contre-intuitif de Shakespeare pour ouvrir sa pièce en gâchant la fin, mais ce choix de raconter l'histoire permet à Shakespeare d'incorporer le thème du destin prédéterminé dans la structure même de la pièce. Unir ainsi le thème du destin avec la structure de la pièce introduit un sentiment d'ironie dramatique, de sorte que le public aura plus penser à des événements qui se sont déroulés aux personnages. Et regarder les personnages lutter contre une force inévitable et imbattable, telle que le destin renforce le sentiment de tension tout au long de la pièce. C'est comme ça qu'on est arrivé à la tragédie. Cela implique également le sentiment de tragédie à la fin de la pièce, parce que quand Roméo crie « Je te défie, étoile », le public sait sa résistance obstinée n'est pas à la hauteur du destin. Et reconnaître cette impuissance ne fait que rendre l'agonie de Roméo encore plus douloureuse. En fin du compte, évoquer le sort de Roméo et Juliette au début de la pièce ne gâche pas la fin. Au lieu de cela, il enferme le public dans un sentiment d'anticipation tendu d'une tragédie inéluctable. La jeunesse. La jeunesse peut être représentée dans les deux aimants. Roméo et Juliette sont tous les deux très jeunes. Et Shakespeare utilise les deux aimants pour mettre en lumière le thème de la jeunesse de plusieurs manières. Roméo, par exemple, est étroitement lié aux jeunes gens avec lesquels il sillonne les rues de Vérone. Ces jeunes personnes sont coléreux et rapides à la violence. Et leur bagarre entre eux avec des groupes opposés indique un phénomène qui n'est pas sans rappel, qui nous rappelle au gang moderne. C'est là qu'on est amené au troupeau. En plus de cette association avec des gangs de jeunes hommes, Shakespeare décrit également Roméo comme quelque peu immature. Le discours de Roméo sur Rosaline dans la première scène de la pièce est plein de phrases clichés de la poésie amoureuse. Et Bonvelio et Mercutio se moquent à tour de rôle de lui pour cela. Il se moque également de Roméo pour avoir été si accroché à une femme. Bonvelio implique en particulier que le sérieux de Roméo l'empêche d'agir à son âge. Il est encore jeune et il devrait donc prendre son temps et explorer les relations avec les autres femmes. Alors que nous apprenons jamais l'âge précis de Roméo, nous savons que Juliette a 13 ans. Son âge arrive tôt dans la pièce, lors des conversations sur le fait qu'elle est trop jeune pour se marier. La mère de Juliette insiste sur le fait qu'elle a atteint et donc pas encore prête à se marier.
Bien que Juliette ne veuille pas épouser Paris, elle se croit certainement assez âgée pour se marier. En fait, elle aspire au mariage et à l'expérience sexuelle. Et elle utilise souvent un langage explicitement érotique pour peut-être Juliette essaie de peut-être cacher son propre jeunesse. Il y a aussi la patience. Lorsqu'elle attend avec une impatience sa nuit de noces, rappelons au public qu'en fait, c'est ce qu'elle est. De telles reconnaissances de la jeunesse des aimants servent finalement à amplifier la tragédie de leur mort prématurée. En effet, l'un des aspects les plus tristes de la pièce est que les amoureux meurent si jeunes, occupant leur vie si tragique et court. Maintenant, nous allons regarder à quelques symboles pour faire une meilleure analyse. Je vais commencer par vous donner un simple définition. Un symbole est un marqueur ou un caractère utilisé pour représenter conventionnel, utilisé pour faire une représentation conventionnelle d'un objet, d'une fonction ou d'un processus. Dans la littérature, les symboles sont souvent des personnages, des décors, des images ou d'autres motifs qui représentent des idées plus grandes. Alors, on peut commencer avec le symbole de le poison. Alors, il n'est pas intrinsèquement mauvais, mais plutôt une substance naturelle rendue mortelle par les mains humaines. Et ainsi, le poison n'est pas vraiment mauvais, mais plutôt c'est la substance, c'est plutôt l'humain qui le rend mauvais. De même, Romeo éprouve que la société est responsable de la vente criminelle de poison. Car bien qu'il existe des lois interdisant au poison, il n'existe aucune loi qui aiderait la personne qui crée le poison pour avoir de l'argent. Le poison symbolise la tendance de la société humaine à empoisonner les bonnes choses et à les rendre mortelles. Tout inutile. Après tout, contrairement à beaucoup d'autres tragédies, cette pièce n'a pas de méchant. Mais plutôt, il y a des, il y a des gens dont il y a des bonnes qualités, mais il y a aussi des poisons dans eux. La potion de sommeil qui donne à Juliette, le potion de sommeil que Juliette a reçu provoque l'apparence de la mort, mais pas la mort elle-même, mais à travers des circonstances interdépendantes de la volonté du frère. La potion entraîne un résultat fatal, le suicide de Roméo, et ensuite le suicide de Juliette. Alors on peut aller regarder le mort du roi. Le mort du roi peut démontrer la timidité. En acte 1, scène 1, le bouffon Samson entame une bagarre entre les Montaigu et les Capulets en faisant glissant sa vignette derrière ses dents supérieures. Un geste insultant connu sous le nom de mort de pouce. Il se livre à cette démonstration juvénile et vulgaire parce qu'il veut se battre avec les Montaigu, mais ne veut pas être accusé d'avoir commencé le combat en faisant une insulte explicite. En raison de sa timidité, il se contente d'être ennuyeux plutôt que défié. La morsure du pouce, en tant que geste essentiellement dénué de sens, représente la folie de toute la carole de Capulet et Montaigu, et la stupidité de violence en général. Et la reine Mab, je veux dire. Elle peut vraiment représenter les rêves. Dans l'acte 1, scène 3, Mercure se prononce un discours éblouissant sur la fée Mab, qui traverse la nuit sur son minuscule wagon apportant des rêves aux dormeurs. L'un des aspects les plus remarquables de la promenade de la reine Mab est que les rêves qu'elle apporte ne sont généralement pas ressortir des meilleurs côtés des rêves, mais servent plutôt à les confirmer dans les vices auxquels ils sont dépendants. Un autre aspect important de la description de la reine Mab est par Mercuton. Il dit qu'elle est complètement absurde, bien que vive et très colorée. La reine Mab et sa calache ne symbolisent pas seulement les rêves des dormeurs, ils symbolisent également le pouvoir des fantasmes, des rêveries et des désirs éveillés. À travers des images de la reine Mab, Mercuto
Mercutio suggère que les désirs et fantasmes sont si absurdes et fragiles que marbre, et qui sont fondamentalement corrompus. Ce point de vue contraste fortement avec celui de Roméo et Juliette, qui voient leur amour comme réel et fantastique. Alors, nous sommes arrivés à la conclusion. J'ai vraiment aimé l'analyse de Roméo et Juliette. Cependant, moi, j'ai fait une analyse qui est très vraiment cernée sur les symboles et les thèmes. Je vous suggérerais de faire une analyse qui est un peu plus vague et qui couvre un peu plus le tout. Et j'espère que vous avez une bonne journée. Et c'est fini.